Une actu agricole chaude, un horizon 2050 pressant et une Miss France agricole engagée cette fin d'année et riche en infos. Faites du bruit. Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. C'est le dernier bruit de comptoir de l'année 2025 et pas de pause, le podcast dépeint l'actu agricole toujours en 10 minutes. Le mois qu'on vient de vivre a été chargé en nouveautés, en actu, de la plus incontournable à la plus insolite, en passant par les réseaux sociaux. On va être le plus complet rien que pour vous, bien installé, prêt à nous écouter. Alors voici Bruit de comptoir, 18e épisode, c'est parti. À qui le tour? J'aimerais pas que ce soit moi demain. Donc on va se battre jusqu'au bout. Et forcément impossible de passer à côté de cette fin de décembre brûlante. Partout en France, la gronde monte dans les rangs des agriculteurs. Alors on ne va pas revenir sur toutes les manifestations qui ont eu lieu dans l'Hexagone. On a vu les images, elles sont nombreuses, elles sont parlantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles peuvent être les perspectives et si une sortie de crise est possible. La situation est sous tension pour deux raisons. D'un côté, la dermatose nodulaire bovine et de l'autre, le Mercosur. Prenons les choses dans l'ordre. Concernant l'épidémie de la DNC, ce qui crispe le monde agricole, c'est avant tout l'abattage systématique des troupeaux, une décision qui représente pour les exploitants concernés l'envol en fumée d'un travail de toute une vie. Alors pour éviter d'arriver à cette situation, la vaccination est la solution privilégiée par l'État. Après 2 réunions de crise à Matignon mardi, le gouvernement a annoncé l'extension de la vaccination à 750 000 bovins dans 10 départements du sud-ouest, au-delà des seules zones où la maladie a été détectée. Plus d'1 million de bêtes ont déjà été vaccinées, principalement en Savoie, où l'épizootie a été maîtrisée cet été, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales, où plus de 80% des bovins ont été vaccinés dans la zone réglementée établie, après l'apparition des premiers cas à la mi-octobre, comme a rapporté mercredi le ministère de l'Agriculture. Les principales organisations syndicales, elles, sont d'ailleurs invitées à Matignon ce vendredi 19 décembre par le Premier ministre Sébastien Lecornu. De l'autre côté donc, on a le Mercosur. Ce jeudi 18 décembre a eu lieu le sommet européen à Bruxelles pour évoquer l'accord de libre-échange. Et cet accord, pointé comme une menace pour l'agriculture française, ne sera pas suivi par Emmanuel Macron. Le président français a admis que la France n'était pas prête à signer en l'état l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour lui, le compte n'y est pas et le vote doit être reporté. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard appelle quant à elle à l'apaisement pour les fêtes de fin d'année, déclarant que les Français sont toujours du côté des agriculteurs. Dans ce contexte, le sommet de l'élevage et le comptoir des éleveurs apportent tout leur soutien aux éleveurs confrontés à cette crise sanitaire inédite, à ses conséquences économiques et psychologiques, et bien sûr restent mobilisés pour relayer leur réalité de terrain. Ça coûte combien une ferme résiliente en 2050 ? Eh bien, c'est tout l'objet d'une étude présentée par le cabinet Kinsey pour Unigrain, Invivo, Sophie Protéol et le Crédit Agricole. Cette étude sur la résilience agricole est partie d'un constat simple, le changement climatique, ça nous coûte cher et ça devrait être pire dans les années à venir. Du coup, il y a urgence à trouver des solutions. Publiée le 11 décembre, l'étude prend exemple sur 11 exploitations types axées dans les grandes cultures et les bovins dans 9 territoires différents. L'analyse vise surtout à savoir comment préserver et ou améliorer la rentabilité des exploitations françaises. Et déjà c'est simple, si on ne fait rien, c'est direction tout droit dans le mur, a priori, à cause des aléas climatiques qui fragilisent déjà aujourd'hui, cumulés aux enjeux de biodiversité et aux contraintes réglementaires, l'inaction serait la pire conseillère. Sans adaptation, 90% des productions agricoles et 80% des territoires seront fragilisés. Et ça représente une perte de rentabilité de 4 milliards d'euros par an et jusqu'à 7 milliards sur les années dites extrêmes. Plusieurs coins de France sont particulièrement concernés, comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ou la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En gros, si on bouge pas maintenant, on a une perte de rentabilité de 30 à 50% d'ici 2050, et ça c'est désastreux. Avant de payer l'addition, il vaut mieux donc anticiper. L'étude de Kinsey estime donc qu'il faut investir entre 16 et 29 milliards d'euros pour rester à l'équilibre dès aujourd'hui. Si on vise la tranche basse, on pourrait maintenir la rentabilité des exploitations, et c'est déjà précieux, mais si on vise la tranche haute, tout un ensemble de leviers pourrait être déployé pour atteindre même une croissance des revenus à l'hectare.
Alors il n'y a pas de solution unique, mais dans les leviers prioritaires, il est recensé par exemple les leviers agronomiques, comme la modification des assolements avec des cultures adaptées, ou encore de nouvelles pratiques culturales tirant vers l'agriculture régénératrice. Il y a aussi des leviers technologiques, comme l'agriculture de précision ou une amélioration génétique des variétés et des espèces. Et bien sûr des leviers économiques avec la réintroduction de modèles polyculture-élevage ou le développement de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Des idées, il y en a, mais tout ça, ça a un prix qu'il vaut peut-être mieux mettre maintenant plutôt que d'en payer le triple en 2050. Je suis la preuve vivante qu'à 24 ans, on peut se lancer dans une filière atypique en étant seule et une femme. Est-ce que vous connaissez Christelle Gourjade ? Eh bien, retenez son nom, vous allez le voir pas mal passer en 2026. Cette jeune agricultrice de 24 ans, originaire de Saint-Jean-de-Vals dans le Tarn, a été élue Miss France Agricole 2026 le 6 décembre dernier. Elle a remporté la grande finale nationale devant 14 autres prétendantes. Christelle Gourjade succède ainsi à Gabrielle Priolo, maraîchère varoise qui était Miss France Agricole 2025. Mais Miss France Agricole, ça veut dire quoi en vérité ? Eh bien en fait, c'est un concours qui change des concours de beauté traditionnels. Ici, on regarde surtout l'engagement des Miss dans l'agriculture, des sujets qu'elles portent au quotidien et de leurs parcours qui peuvent être inspirants, innovants ou engageants. En tout, plus de 70 agricultrices de toute la France ont postulé à travers les réseaux sociaux. Les plus plébiscitées ont pu aller en finale, où elles ont dû faire une vidéo de 2 minutes, où elles se présentent et répondent à des questions diverses, genre « Si tu étais ministre de l'Agriculture, tu ferais quoi ?» Bah oui, ça c'est une bonne question. Et à la fin du jeu, c'est Christelle Gourjade qui a gagné cette année. Mais qui est Christelle ? Eh bien, cette jeune éleveuse, diplômée d'un BTS en conduite d'exploitation agricole, a repris la ferme familiale en 2023. Le Moher de Gourjade et l'agricole, c'est une tradition depuis 5 générations dans la famille désormais. Située sur les coteaux du Tarn, cette ferme gère un troupeau d'une 60aine de chèvres angora. La laine récoltée, le mohair, est transformé sur place en produits finis comme des pelotes de laine, des pulls, des écharpes ou encore des plaids. Parfait cette saison. Mais surtout, elle a impulsé des nouveautés. Depuis la reprise, elle a même développé un espace de ferme pédagogique dans le but de montrer aux petits et aux grands d'où viennent les pulls et les écharpes en mohair. Et c'était un pari parce qu'à la base, son père ne voulait pas qu'elle reprenne la succession de la ferme. Elle a donc abandonné les vaches laitières de son père pour se diriger vers les chèvres avec une démarche écologique tout en circuit court et qu'elle fait connaître via les réseaux sociaux. Et c'est justement grâce à ces réseaux qu'elle a été élue Miss. On lui souhaite donc une année riche et bien remplie pour son mandat. C'est une info un peu originale qui est sortie mais qui en dit long. Une étude toute nouvelle de l'AFNIC, l'association française pour le nommage internet en coopération, vient d'être publiée et elle est assez révélatrice sur le rapport entre agriculture et web, très parlante en effet en décortique. Cette étude, elle est consacrée sur la présence en ligne des TPE et des PME du monde agricole et le constat, il n'est pas reluisant. Après consultation de plus de 1000 entreprises, seulement 27% des agriculteurs disposent aujourd'hui d'un site internet. Globalement, la visibilité en ligne, c'est loin d'être une priorité, seulement un canal secondaire. Aujourd'hui, on préfère encore s'appuyer sur les annuaires en ligne, mais avoir son site perso, c'est pas vraiment démocratisé. Ça, c'est dû à la vision qu'on se fait d'internet dans le milieu agricole. L'étude révèle que seulement 5% des interrogés jugent la présence en ligne indispensable. Pareil sur la vente en ligne, seuls 6% des agriculteurs vendent via leur site et 5% sont présents sur des places de marché digitales. Donc forcément, Internet pèse encore assez peu sur le chiffre d'affaires des agris, ce n'est pas là qu'on vient chercher son chiffre. Mais ce n'est pas toujours une méconnaissance ou un manque d'envie qui est à pointer. Parfois, le problème est ailleurs. En effet, selon l'étude, ils sont 48% à déclarer que si Internet peut être utile pour leur activité, ils n'ont ni le temps ni les moyens de s'en occuper. Alors là, c'est vrai qu'on généralise, mais tout n'est pas tout à fait vrai, il y a des nuances à faire, parce qu'il y a un secteur qui est au contraire mis à fond dessus, c'est la viticulture. Chez les viticulteurs, alors là, Internet, c'est un poids lourd pour promouvoir et diversifier l'activité. 68% des viticulteurs indiquent passer plus d'1 heure par jour en ligne, et surtout 1 sur 5 vend en ligne via son site de e-commerce. Encore mieux, pour plus d'un tiers, ça représente 30% de leur chiffre d'affaires à l'année. En tout cas, pour tous les agris qui sont présents activement sur Internet, eh bien on vous félicite parce que l'étude estime que les agris sont bons élèves en termes de cybersécurité en employant les bonnes pratiques et les solutions de sécurité. Et ça, c'est beaucoup mieux que dans le reste de la société française, on vous l'assure. Et pour
finir avec la dernière info de l'année, on avait besoin d'une actu qui fasse du bien, du coup direction Rambouillet, dans les Yvelines. Le samedi 13 décembre dernier, plusieurs tracteurs ont défilé dans les rues entre Ablis et Rambouillet. Pas de manif, pas de protestation, mais plutôt beaucoup d'illumination. Des jeunes agriculteurs ont lancé la première édition d'Agri-Noël. Cet événement, mené au son des klaxons et de la lumière des guirlandes, a été lancé par les locaux qui ont décoré leurs tracteurs en chars fleuris de Noël. Les jantes étaient décorées et même un sapin a poussé sur le tracteur. Bien sûr, le Père Noël a pris place dans la remorque entouré de ses lutins avec la hotte pleine de friandises. Le cortège a été suivi par des centaines de personnes pour arriver en fin de journée à Rambouillet où les agris ont été accueillis par le conseil municipal. Un beau trait d'union entre la ville et la campagne selon les participants parce que oui, cet Agri-Noël, il a une ambition à moitié cachée. Si l'événement a été organisé, c'est justement pour rapprocher les habitants de leurs agriculteurs, initié par de jeunes céréaliers du territoire. Le but était d'attirer l'attention des villes sur le monde agricole proche et de montrer que l'agri, eh ben ouais, c'est cool. Devant le succès de ce premier essai, les céréaliers promettent de faire d'Agri-Noël une véritable tradition qui reviendra tous les ans dans les Yvelines. Et ça fait bien plaisir de voir que faire communion, c'est possible. C'est déjà la fin de cette année 2025, mais aussi de cet épisode de Bruit de Comptoir. Si vous voulez suivre tous nos podcasts, toutes nos vidéos, ça se passe sur le site comptoirdeseleveurs.com qui regroupe médias, marketplace, communauté, vous le savez, et aussi les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, TikTok, Insta, Facebook. Promis, on sera de retour en 2026 avec Bruit de Comptoir, le podcast qui élève la voix. Comptoir des éleveurs.